Bonjour Marine, je suis ravie de te recevoir dans le podcast Le Journal d'une adoptée. Merci d'avoir répondu à mon invitation. J'espère que tu vas bien. Merci Sandra, c'est avec grand plaisir que je te retrouve ce matin et qu'on puisse discuter, enfin faire cette interview ensemble me paraît super, une belle occasion de continuer à parler de l'adoption. Oui, c'est un point qui te tient à cœur. On le verra, je pense, tout au long de l'interview. Alors, tu interviens au sein de l'académie. Tu nous parles notamment du lien de l'attachement. Mais avant ça, tu as été pendant plusieurs années dans la communication dans la région parisienne. Aujourd'hui, tu es psychothérapeute. Alors, comment passe-t-on du monde de la com à la psychothérapie, au bien-être? Merci pour cette question. Je dirais que j'ai un parcours, non, je dirais assez classique, c'est-à-dire que j'ai fait des études bah, comme tout le monde et après le bac, j'aurais bien voulu faire psycho. Mais il y avait des stats en psycho et que moi je peux pas. Voilà. Les stats, c'est pas mon truc. Et donc je me suis dit, en fait, j'ai toujours été bonne en français, en fait. C'était la matière où j'étais la plus forte. Et donc je me suis dit, bah, pourquoi pas faire de la communication. Et donc en fait, je me suis orientée plutôt vers des études de com. Et j'ai travaillé pendant 17 ans dans l'industrie de la santé, que ce soit en agence de santé, que ce soit en laboratoire de santé. Mon job a été de faire de la communication principalement externe, donc en fait des relations presse, des relations médias, de l'événementiel, des sites internet. J'ai un peu touché à tout en communication parce que j'ai une formation au CELSA qui est très large, c'est-à-dire que c'était un master en métier de la communication et marketing. Moi, je suis assez généraliste en fait dans mes approches et c'est ce que j'aime en fait, c'est avoir une vision plus généraliste. Et ce qui fait que j'ai fait ce travail pendant 17 ans. Et je suis tombée enceinte en 2012. Et lors de cette grossesse, j'avais comme des images dans mon esprit où on me montrait, j'avais l'impression d'être une souris qui sort de son appartement. À l'époque, j'habitais à Paris, enfin à Boulogne, enfin à Ville d'Avray exactement. J'avais mon bureau qui était à Saint-Ouen. Donc j'avais l'impression que je passais d'une cage à une autre. Et ça m'a suivi sur toute ma grossesse. Je me suis dit, OK, il y a un truc qui va pas. Et ce qui était amusant, c'est que j'avais désiré ce poste depuis des années, c'est-à-dire un poste cadre, bien rémunéré, avec une équipe, enfin vraiment quelque chose de normalement qui est censé être intéressant. Mais en fait, non. J'ai rapidement compris que bah, ça m'intéressait pas du tout et que je m'ennuyais. Je m'ennuyais vraiment beaucoup sur ce poste-là. Donc j'ai saisi l'occasion d'être enceinte pour discuter avec mon mari et lui dire, écoute, je pense que j'ai envie de faire autre chose. Faut que je fasse un virage. À l'époque, le virage, je pense que inconsciemment, je savais quel virage j'allais faire, mais je savais pas comment ou pourquoi. Et ce que j'ai fait, c'est que après la naissance de mon premier enfant, il s'est passé que, étant adoptée, je n'avais fait aucun travail sur moi à l'époque, hein, en 2012. Et en fait, l'accouchement de mon premier enfant a été une claque, mais quelque chose d'assez violent. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui sont remontées à la surface. Je n'avais pas vu ça. J'aurais jamais pensé que tout ça serait remonté à la surface. J'ai été un peu naïve, hein, clairement. Et en fait, la naissance de Gaspard, ça a été ma naissance. C'est une renaissance pour moi et qui m'a aidé à me dire, OK, concrètement, oui, j'étais adoptée, mais qui je suis? En fait, qu'est-ce qu'a fait ma mère avec moi? Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? En tout cas, la première, puisque moi, j'étais adoptée à l'âge de 6 ans et que j'ai vécu 5 ans avec elle, mes 5 premières années, et que j'ai été placée à l'adoption pour maltraitance grave, en fait. Donc, elle a perdu ses droits parentaux quand j'avais 5 ans, et donc j'ai fait un an d'orphelinat. Euh, Et en fait, tout ça est remonté en me disant, mais en fait, qui m'a accueilli quand je suis née? Qui s'occupait de moi? En sachant que j'ai vécu de la négligence assez grave, dans le sens où ma mère s'occupait pas de moi, elle était alcoolique, et que elle cherchait principalement de l'argent partout pour ses besoins d'alcool, et donc en fait, elle se prostituait. Et, euh, et donc en fait, j'ai pas besoin qu'on m'explique que non, elle avait pas le temps de s'occuper de moi. Et en fait, ce qui est amusant, c'est que j'ai toujours dit depuis très longtemps qu'entre 0 et 6 ans, j'ai pas de mémoire. J'ai comme un trou noir. J'ai compris que quand je suis rentrée en thérapie, qu'en fait c'était une amnésie traumatique, hein, de ce que j'avais vécu. Personne n'avait mis de mots avant dessus.
et que cette amnésie traumatique était liée au fait qu'il y a des choses qui étaient violentes que j'avais vécues et que mon cerveau a voulu me protéger, quoi. Et donc, et donc, par rapport à ça, euh, à la maternité, j'ai demandé à mon mari, écoute, trouve-moi une psychothérapeute, enfin, trouve-moi quelqu'un là, il faut que je parle, j'ai besoin de parler. Et en fait, il y a quelqu'un qui est venu tous les jours jusqu'à ma sortie pour m'aider à faire un peu face à ce qui se passait parce que j'en étais au point où je voulais même plus m'occuper de Gaspard, mon fils aîné, tellement c'était violent pour moi. Et en fait, au fur et à mesure des jours, on a réappris, moi et lui, à créer un lien, à créer une connexion, à créer une relation. Parce que ce qui s'est passé, c'est que j'ai vécu de la négligence et de la maltraitance avec mes deux mères. Et ma question, c'était, quand j'ai eu Gaspard dans les mains, c'est qu'est-ce que moi, je veux être comme mère? Quel type de mère j'ai envie d'être? Est-ce que je répète un schéma ou est-ce que je fais autrement? Et dans ce cas-là, il faut que j'aille en thérapie. Et donc, c'est ce que m'a dit Guillaume en me disant, mais en fait, faut que tu ailles en thérapie, en fait. Là, tu peux pas continuer comme ça. Et donc, je suis rentrée dans le cabinet de la première thérapeute que j'ai vue à cette époque-là, et en m'asseyant dans son canapé, je me suis dit, mais en fait, moi, je veux faire la même chose qu'elle. Je veux faire ça. J'ai toujours voulu faire ça. Et ce qui est amusant, c'est que j'ai toujours eu des personnes qui venaient me raconter des choses très personnelles de leur vie, alors que je ne demandais pas spécialement qu'on me raconte leur vie, tu vois. Et ils me confiaient des choses qui étaient vraiment intimes. Et je me dis, en fait, oui, je suis faite pour ça, en fait. Alors, on est d'accord qu'une amie qui vient de confier quelque chose, c'est pas pareil qu'un client. C'est-à-dire que avec une amie, ce que j'ai appris en me formant en fait au fur et à mesure là, c'est qu'il y a une certaine posture quand tu es thérapeute et il y a certaines limites, tandis qu'une amie, à l'époque, bah, j'avais pas ces connaissances, donc je pouvais pas réagir de la même manière, quoi. Et un psychothérapeute n'est pas là pour te conseiller, il est là pour t'aider à résoudre tes problèmes, quoi. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai dévié vers la psychothérapie et que je me suis formée à différentes techniques au fur et à mesure que j'avançais dans ma propre thérapie à moi. Initialement, je suis allée en thérapie à cause de mes problèmes de colère. J'avais énormément de colère que je n'arrivais pas à gérer et qui se répercutait en fait au quotidien. Et en fait, Guillaume m'a dit, il faut que tu ailles apaiser ça. Guillaume étant mon mari, il faut que tu ailles apaiser cette colère et que tu ailles travailler sur cette colère. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. Beaucoup, j'ai beaucoup travaillé la colère, mais ma colère était liée au fait que je ne comprenais pas d'avoir vécu autant d'injustices et que j'arrivais pas à faire face en fait à cette injustice, quoi. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure, je me suis rendu compte déjà que j'avais pas mal de traumas liés à ma petite enfance et que personne ne s'est intéressé à ça dans ma vie. Aucun de mes parents, en fait, n'a pris conscience que en fait, j'étais traumatisée en arrivant en France à l'âge de 6 ans. Et on m'a juste, entre guillemets, balancé dans une nouvelle famille avec des nouvelles règles, une nouvelle culture, des nouvelles façons de faire. Alors que moi, j'avais 6 ans déjà à l'époque. Donc, on m'a changé mon prénom, on m'a tout changé. Comme ça, en un claquement de doigts, hop, tu passes sur quelque chose de complètement nouveau. Et je pense, avec le recul maintenant, que ça a été très violent pour moi, lié déjà avec tout ce que j'avais vécu avant. Et après, c'est vrai que c'était une expérience où j'ai mis du temps à le verbaliser, ça. Que ça a été traumatisant parce que mon adoption a été beaucoup niée dans ma famille. C'est des sujets dont on ne parlait pas. Ou alors, rapidement, ce qu'on m'a dit, c'est que mon père a été tué dans les mines. Et ma mère s'est suicidée sous une voiture liée à son alcoolisme, alors que la vérité n'est pas du tout celle-là. Donc sur ce coup-là, je ne sais pas qui a menti. Est-ce que c'est l'orphelinat? Est-ce que c'est mes parents? J'en sais rien. Mais concrètement, quand j'y suis retournée avec mon mari là-bas, bah, je me suis rendu compte que mes parents étaient vivants et que personne n'était mort. Donc déjà, ça, c'est une grosse claque, clairement. Je me suis pris, j'ai eu des crises d'angoisse assez monstrueuses de me rendre compte qu'on m'avait menti en fait pendant 40 ans, 35 ans éventuellement à peu près, et que en fait mes deux parents étaient vivants et que déjà mon père n'a jamais travaillé dans les mines et que ma mère était initialement, alors officiellement femme de ménage, mais je pense que oui, elle se prostituait quand même pour avoir un peu plus d'argent pour payer ces différentes choses, quoi. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que euh,
quand tu apprends ce genre de choses, tu te dis, mais en fait, comment je fais pour me construire avec ça? Et c'est là où tous les traumatismes sont remontés les uns après les autres, hein, évidemment, que j'ai pu les travailler en thérapie, que j'ai découvert ce qu'est un traumatisme, comment fonctionne un traumatisme, comment se crée un traumatisme, quels sont les impacts d'un traumatisme. Et en fait, ça m'a passionné les traumatismes. Je me suis dit, mais en fait, si on avait juste posé avec moi, d'accord? Juste, même après l'adoption, en fait, ça aurait pu être fait avec un psychothérapeute ou quelqu'un qui est spécialisé en traumatisme, de constater, parce qu'en fait, il y a un test qui s'appelle l'ACE. C'est un test qui est fait par, il faut juste que je le retrouve, mais c'est un test qui est fait par les États-Unis. C'est plutôt plusieurs psychothérapeutes qui ont créé ce test et ça s'appelle les expériences traumatiques de l'enfance et ça permet de calculer un score qui s'appelle l'ACE score. Et en fait, plus tu coches de cases, plus il y a de risque de développer un certain nombre de choses, d'accord? Et on est d'accord, c'est une étude en fait qui a été faite pour voir en fait l'impact de la maltraitance qu'on peut vivre enfant, de la négligence qu'on peut vivre enfant. Et cette, ce papier permet de comprendre que si par exemple tu as un score de 1 qui est égal à 1 par exemple, il y a, je te donne juste un exemple, mais une fois 2, 1,2 fois plus de risque par exemple d'être fumeur ou 1,04 fois plus de risque d'être obèse. Si par exemple, tu es déjà sur un niveau 1. Mais par exemple, si tu es sur un niveau 4, d'accord, je vais prendre l'autre extrême, il y a 2,6 fois plus de risque d'être fumeur et il y a jusqu'à 9 fois plus de risque d'être victime d'une agression, d'être victime de violences physiques, quand tu as vécu ce type de choses déjà en fait. Et je me rends compte que chaque enfant, sauf si, par exemple, c'est peut-être un nouveau-né éventuellement ou un bébé très jeune, et encore, il a pu vivre des choses assez horribles, en fait, hein, on ne sait pas. Euh, Pourquoi on ne fait pas ce type de choses, en fait? On ne va pas faire une interview avec l'enfant qui est en capacité de parler, d'accord? Parce qu'il faut qu'il soit capable de parler et de raconter ce qu'il a vécu, et de dire, OK, voilà les risques qu'il y a pour cet enfant, mais aussi d'un point de vue comportemental, comment il va pouvoir réagir sur certaines situations. Parce qu'un enfant qui a été négligé, un enfant qui a été maltraité, un enfant pour qui on n'a pas eu de considération, et qui a passé son temps à être rejeté, en fait, il va avoir un comportement en adéquation avec ce qu'il a vécu. Hein, on est d'accord. Et ce qui fait que derrière, cet enfant va se comporter d'une manière que le parent ne va pas comprendre du tout. Parce que lui-même n'a pas expérimenté ça. En fait, il ne sait pas ce que c'est. Si c'est un parent sécure, c'est là où on rentre dans les liens d'attachement. Si c'est un parent sécure, en fait, il ne va pas comprendre ce que c'est un enfant insécure. Il ne sait pas ce que c'est. Et il faut savoir qu'il y a 50% de la population qui a un profil sécure, en fait. C'est un parent sécure. Et dedans, tu as, alors, je n'ai pas exactement les chiffres en tête, mais je crois que c'est 20% en anxieux. Euh, Est-ce que c'est 20 ou 25% exactement le chiffre? Attends, faut que je retrouve le chiffre. On peut faire une pause? Ouais. Euh, Donc, tu as 50% des adultes qui sont sécures. Donc, en fait, ce sont des parents qui ont la capacité d'accompagner l'enfant d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue euh, des difficultés que l'enfant peut rencontrer au quotidien, d'accord? Ils savent comment faire, en fait. Ils savent comment sécuriser l'enfant. Ils lui montrent, en fait, comment faire et d'aller chercher les ressources à l'intérieur de lui pour pouvoir être lui-même sécure et, en fait, avancer dans la vie. Il y a 25% de personnes qui sont des évitants. Donc, en fait, ce sont des profils qui sont fuyants. C'est-à-dire que dès qu'il y a une situation euh, qui, euh, qui va les blesser ou qui va les perturber, en fait, ils vont se mettre en mode fuite. Donc, en fait, ça peut être une fuite physique, mais ça peut être aussi une fuite mentale. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas pouvoir faire face à ce qui est en train de se passer parce que d'un point de vue émotionnel, ils n'ont pas eu l'accompagnement nécessaire et en fait, ils n'ont pas la maturité intérieure. Ensuite, on a 20% qui sont plutôt des profils fuyants, pardon, fusionnels et qui sont anxieux. Et donc, en fait, là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des réactions qui peuvent être très différentes du fuyant, c'est-à-dire qu'ils sont presque à l'opposé. Souvent, on dit que ça va être des dépendants affectifs. C'est-à-dire que eux, ils n'ont pas reçu assez d'amour. Alors, c'est pareil pour les évitants, hein. Ils n'ont pas reçu assez d'amour. Tous les profils insécures, il n'y a pas eu assez d'amour, il n'y a pas eu assez de sécurité, il n'y a pas eu assez de compassion, il n'y a pas eu assez d'écoute, il n'y a pas eu assez de présence du parent, qui fait que l'enfant va aller chercher différentes stratégies pour pouvoir faire face, en fait, à ce qu'il est en train de vivre, parce que chez lui, ça génère du stress. Et
pour faire face à ce stress et faire face à cette souffrance qu'il est en train de vivre, il va trouver des comportements différents pour pouvoir calmer en fait ce stress et calmer cette souffrance qu'il ressent à l'intérieur de lui. Et donc en fait, dans les 20% fusionnels, donc les anxieux, euh, si je reviens dessus, c'est un profil où les personnes sont vraiment, euh, comment je dirais, ils vont tout faire en fait pour plaire à l'autre et que l'autre reste avec l'autre, avec soi. C'est-à-dire qu'ils peuvent même complètement se négliger, oublier leurs besoins, oublier leurs limites. Tant que l'autre l'aime et tant que l'autre reste avec eux, et ben en fait, c'est leur objectif en fait. C'est ça qu'ils recherchent en premier. Et c'est vrai que les 5% qu'il reste de chaotique, donc en fait on appelle ça des profils soit désorganisés, soit ambivalents. Là, c'est quand il y a eu vraiment de la négligence plus, et que en fait les parents souvent peuvent être des parents qui sont malades, donc alcooliques, drogués, négligents eux-mêmes avec eux-mêmes, hein, d'accord? Ils ont vécu eux-mêmes des souffrances assez graves et ils ont vécu de la négligence, souvent ces parents-là. Et là, en fait, l'enfant, va pas comprendre parce que c'est un parent qui passe son temps à passer d'un coup gentil, compréhensif, peut-être attentif, et de l'autre côté, va avoir une face assez sombre et assez noire et peut péter des câbles, peut s'en aller de l'appartement ou de la maison, peut tout d'un coup se mettre à le frapper. Et en fait, l'enfant va se construire en disant, mais comment je fais là pour moi, le stress que je suis en train de ressentir et la souffrance que je peux ressentir, faire pour aller bien. Et en fait, il va passer son temps à passer entre fuyant et anxieux. Et donc, en fait, il n'arrive pas à trouver l'équilibre entre les deux. Et donc, en fait, soit il sera fuyant, soit il sera anxieux. Et c'est ce qu'on appelle ambivalent, en fait. On est d'accord que l'enfant qui fait ça n'a pas conscience hein, de ce comportement et n'a pas conscience de ce qui se passe. Il cherche juste, entre guillemets, comme des pansements pour la souffrance qu'il ressent ou pour le stress qu'il ressent. Et comme il a l'exemple d'un parent qui lui-même n'est pas en capacité de gérer quoi que ce soit, il se retrouve lui-même avec ce modèle-là. C'est-à-dire que le parent, il est un effet miroir en fait hein, de l'enfant. Et donc l'enfant va par l'effet miroir, reproduire le même schéma que le parent. Ce qui fait que ce qui est hyper intéressant, c'est qu'entre le trauma et le lien d'attachement, évidemment qu'il y a beaucoup de liens, c'est-à-dire que plus tu as un parent traumatisé, plus le lien d'attachement est inexistant, est insécure. Et ce qui fait que l'enfant qui va grandir avec un parent insécure, qui aura traumatisé, aura quasiment la même configuration au niveau de l'esprit. Et ce qui se passe, c'est que quand tu vis avec un parent qui est soit fuyant, soit anxieux, soit ambivalent, il faut savoir que leur vision du monde, c'est que l'extérieur est dangereux, les autres sont dangereux, euh, les personnes qui sont censées prendre soin d'eux sont dangereux. Et donc, en fait, c'est leur vision du monde. Et sortir de cette, on va dire, de cette bulle fait que pour eux, il y a un danger. Et ils iront rechercher constamment à rester dans cette bulle où ils se trouvent en sécurité, même si ils sont pas dans un profil sécure, d'accord? Mais en fait, c'est leur seul, comment je dirais, c'est leur seule manière de faire puisqu'ils ne connaissent rien d'autre. Et donc, en fait, ils peuvent pas faire autrement. Ce qui peut être intéressant à savoir, c'est que un lien d'attachement, ça se modifie. Et donc, en fait, on peut passer d'insécure à sécure. Et alors, évidemment, ça peut prendre un certain nombre de temps, d'accord? Ça se fait pas en 3 jours. Ça peut prendre plusieurs années. Mais si par exemple, vous êtes sur un profil insécure et que vous rencontrez un partenaire sécure, rien que le fait de vous retrouver avec quelqu'un qui est sécure, ça va modifier votre façon de faire. C'est-à-dire que au contact de personnes sécures, l'enfant ou même l'adulte va voir qu'il y a d'autres moyens de fonctionner. Et donc, en fait, que on peut très bien se retrouver se retrouver, comment je dirais, avec un parent sécure et être en capacité d'améliorer sa manière de faire. Parce qu'en fait, le parent sécure va montrer en fait à l'autre comment il fait. Euh, pour vous en dire un peu plus, c'est quoi un parent sécure? Il a une capacité à gérer les conflits
en fait. Il sait comment faire, en fait. Il va pas partir dans tous les sens, c'est-à-dire qu'il a assez de maturité émotionnelle et de la maturité, comment je dirais, psychologique pour comprendre comment gérer ce conflit en étant responsable, en fait. Il sait s'adapter, en fait, aussi avec beaucoup d'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire qu'il va pas commencer à péter des câbles dès qu'il y a quelque chose qui lui convient pas. Il traite les autres avec respect, en fait, et il traite aussi lui-même avec respect. Et donc, ses enfants avec respect, il pardonne aussi facilement. Il sait prendre sa place quand c'est nécessaire, mais il sait aussi être humble quand c'est nécessaire. Et il a surtout une vision du monde qui est bonne, en fait. Il se sent en sécurité dans le monde, il se sent en sécurité avec les autres. Et le fait d'être en contact avec une personne comme ça permet de se voir, ah, ok, en fait, on peut faire différemment. En fait, on peut vivre différemment. Il n'y a pas que ma vision à moi d'un monde qui est insécure et tout est un danger. Et en fait, ce sont les personnes, ce sont des personnes, les sécures, presque à côtoyer, je dirais, pour améliorer son lien d'attachement, quoi. En fait, par exemple, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'un parent sécure, il sait accompagner l'enfant dans les différentes étapes de son développement. Euh, Parce que lui-même, il a eu ça, hein, pas de ses propres parents, bien sûr. Il sait poser et communiquer ses besoins et ses limites. Il connaît sa valeur, il a confiance dans ses ressources, ce qui n'est pas du tout le cas pour des personnes insécures, hein. Ils n'ont aucune estime d'eux ou très très basse, leur confiance en eux est très basse. Ils n'ont pas confiance en fait, même dans leurs ressentis. Ils ne savent pas communiquer leurs besoins, ils ne savent pas communiquer leurs limites. En fait, personne ne leur a appris, donc ce qui est normal en fait, hein. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que souvent, tous ces comportements insécures sont liés à un certain nombre de traumas et à des parents qui ont été eux-mêmes traumatisés. Et en fait, il y a des générations entières qui sont traumatisées. Et je pense qu'il y a un gros travail à faire là-dessus. C'est sortir ces personnes de leur traumatisme et leur montrer qu'en fait, on peut vivre autrement et que on peut avoir une vie beaucoup plus agréable que ce qu'ils ont, par exemple. Euh, donc, euh, donc voilà. Est-ce Ok. que... Oui? Merci Marine pour cette masterclass, on va dire, hein, et pour voilà, ton parcours très émouvant qui fait que maintenant tu as, à cœur, on le sent, d'aider les personnes adoptées, mais pas que. Toi, ça t'a sauvé, ça a sauvé la relation avec ton enfant, enfin ton aîné, j'ai l'impression. Comment faire pour parler plus de ça? Parce que maintenant, on est des dizaines, des centaines de milliers d'enfants adoptés qui avons grandi sans avoir eu forcément connaissance. Toi, tu as eu la chance à un moment donné de ta vie d'entendre parler de ce lien d'attachement. Comment faire pour en parler plus, le diffuser? Comme tu l'as dit, il y a quand même toujours une sorte de tabou. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que ce dont tu parles, c'est pas forcément que pour les enfants qui ont été adoptés, c'est aussi la parentalité d'une manière générale. Ça peut concerner aussi une parentalité biologique. Tout à fait, hein, enfin, là, c'est parce qu'on parle des adoptés. En fait, ça concerne tout le monde. Ça concerne tous les adultes et tous les enfants sur cette terre. Comment on peut faire pour que ce message, enfin, pour que les personnes connaissent les relations qu'il peut y avoir entre les traumatismes qu'ils ont vécus et les liens d'attachement qu'ils ont aujourd'hui? Je pense que il est intéressant en fait de communiquer de plus en plus là-dessus et de montrer les liens qu'il peut y avoir. Euh, Entre les différents traumatismes qu'on a vécus et les liens d'attachement qu'il y a en face. Et pour ça, moi, je suis en train d'écrire un livre qui s'appelle Le Guide de l'adopté, dont je vais parler évidemment de ce sujet-là, hein, pour que les enfants qui vont lire ce livre, ou même les ados, comprennent qu'en fait, parce que souvent on n'a pas conscience qu'on est traumatisé, évidemment. Et ce qui fait que il n'y a qu'un psychothérapeute ou un psy qui peut te dire en face, mais en fait, là, il y a des traumatismes graves qui font que, voilà, les répercussions de vos traumatismes sur les liens d'attachement que vous avez aujourd'hui et sur la vie que vous avez aujourd'hui. Et c'est pour ça que moi, j'aimerais, à travers ce livre, montrer à ces enfants, parce que souvent, il y a beaucoup de culpabilité de la part de l'enfant, parce que soit il n'a pas réussi à créer un lien avec le parent, soit la relation n'est pas vraiment très harmonieuse, il n'y a pas vraiment un lien fort entre le parent et l'enfant. Mais que ce soit adopté ou pas adopté, hein, dans les deux cas, ça fonctionne. Mais là, on se focalise principalement sur les enfants adoptés parce que ce qui se passe, c'est que dans les enfants adoptés, ils ont tous déjà au départ un parcours un peu chaotique. C'est-à-dire qu'un enfant
à la base, même si on l'a tout jeune, c'est-à-dire dans les 3 6 mois de ses premiers mois de vie, il y a déjà un traumatisme qui s'appelle l'abandon. Donc déjà, il y a ça à travailler, hein. Ensuite, en fonction de l'âge à laquelle on va adopter, il va y avoir un certain parcours que va faire l'enfant. On lui souhaite hein, qu'il soit le moins difficile, mais il y a quand même, je ne connais pas la proportion ou le pourcentage d'enfants qui arrivent en adoption avec un parcours chaotique assez important. Mais il y a quand même un fort risque. Il y a pas de stat là-dessus, par exemple, tu vois, on ne sait pas. Mais il y a quand même un fort risque, je m'en rends compte, que plus l'enfant est grand, plus il aura vécu quand même un certain nombre de situations où il aura peut-être été placé plusieurs fois, famille d'accueil, adoption, peut-être en orphelinat. Est-ce qu'il aura vécu avec ses parents? Et qu'est-ce qu'il aura vécu avec ses parents? On est d'accord que des enfants qui sont adoptés, c'est qu'il y a un problème quelque part, c'est qu'ils ont vécu un truc qui ne va pas. Et donc, en fait, le parent qui est en face, il doit comprendre ça. Et souvent, il y a quand même beaucoup de parents qui négligent cette partie-là de l'enfant. C'est-à-dire que c'est cool, on a un nouvel enfant, ça agrandit ma famille ou bah, ça me permet de créer une famille. Et puis, on passe à autre chose. C'est-à-dire qu'on oublie qu'en fait, l'enfant peut être adopté, peut avoir vécu un certain nombre de traumatismes. Et en fait, après, le parent, après quelques mois ou quelques années, se rend compte que la relation avec lui n'est pas bonne, en fait, et qu'il n'arrive même pas à créer un lien avec lui, ou que l'enfant, ça va pas bien se passer, mais il va pas se poser la question de est-ce que cet enfant a été traumatisé? Et est-ce que cet enfant, du fait de ses traumatismes, n'est pas en capacité de créer un lien d'attachement avec moi? Parce que plus l'enfant est traumatisé, plus l'enfant va être méfiant de l'adulte, hein, clairement, plus il va pas donner les clés, entre guillemets, de son château, hein, pour que le parent le comprenne, parce qu'il voit bien qu'en face de lui, ben, soit le parent, ben, il n'est pas non plus compétent, en fait, clairement, parce que j'aimerais quand même dire que tous les parents ne sont pas sécures, d'accord? Il y a quand même 50% de la population qui ne l'est pas non plus, et qui a un profil insécure, et donc en fait qui n'est pas en capacité de répondre correctement aux besoins de l'enfant. Et donc l'enfant le voit, hein, en fait, hein, il est complètement connecté à ce parent, et donc il voit bien que le parent n'est pas capable de répondre à ses besoins, ni à ses limites, et qu'il ne le comprend pas. Et donc en fait cet enfant-là, il va rester dans son schéma premier, qu'il a déjà vécu pendant un certain nombre d'années, et il va rester dans ce schéma d'insécure et dans ce schéma de méfiance. Et donc en fait, il ne va pas donner les clés à l'autre. Et est-ce que c'est le rôle de l'enfant de le faire? Pour moi, non. C'est l'adulte qui doit être capable d'aller connecter avec cet enfant, surtout si l'enfant a été traumatisé. Et dire, il est incapable en fait, hein. Mais la responsabilité du parent là, quand il adopte, c'est je vérifie si mon enfant a peut-être vécu un certain nombre de traumatismes. Si oui, bah, évidemment que je vais l'aider et que je l'accompagne vers une personne compétente pour arriver à ce qu'il puisse verbaliser ses traumatismes, mais aussi il y a aujourd'hui beaucoup de thérapies et d'outils qui permettent d'aller nettoyer ces traumas et donc en fait que l'enfant puisse grandir normalement. Et en fait, derrière, quand on arrive à travailler sur les traumatismes, parce que vous imaginez bien qu'un enfant qui a vécu un certain nombre de négligences, de violences, de maltraitance, il ne peut pas juste donner les clés aux nouveaux parents en disant OK, c'est parti, quoi. En fait, il y a trop de vécu. Et donc, en fait, derrière, le parent doit comprendre ça. En fait, il est OK, il a un nouvel enfant, il veut faire de son bien, mais en fait, l'amour, ça suffit pas. L'enfant, il va avoir besoin de plus que ça, en fait. Il va avoir besoin que le parent s'intéresse vraiment à lui. Qui est cet enfant, en fait? Qu'est-ce qu'il a vécu dans ses premières années? Et comment moi, je peux faire pour l'aider, pour que j'arrive à créer ce lien d'attachement? Parce que tant que les traumas ne sont pas réglés, le lien d'attachement, il ne va pas le créer, hein. Bon, Et quel... pardon, c'est un peu brut ce que je dis, mais c'est un constat, en fait, hein, que je me rends compte. Et souvent, j'ai des parents euh, qui me disent, en fait, j'arrive pas à créer un lien d'attachement avec cet enfant. D'accord. Quel est votre profil d'attachement à vous? Est-ce que vous êtes anxieux? Est-ce que vous êtes fuyant? Est-ce que vous êtes ambivalent? Ou est-ce que vous êtes un parent sécure? Déjà, là, on met le doigt sur des trucs. Et là, le parent, donc après en décrivant, ah ok, moi je suis plutôt comme ça. Ok, comment est l'enfant? Il est plutôt fuyant, il est plutôt anxieux, il est plutôt ambivalent. Quel est son profil à lui? Ok, comment on fait pour que deux profils qui peuvent être différents arrivent à s'entendre? C'est-à-dire que le parent, pour moi, a la responsabilité, en tant qu'adulte, d'apprendre quel type de profil il est là et quel est le profil de son enfant. Et comment je fais moi pour connecter avec cet enfant? Il faut savoir que un enfant, il a besoin que ça soit fait dans la continuité et sur la longueur et dans le temps. C'est-à-dire que s'il voit qu'il a un parent qui est capable de le sécuriser, qu'il est capable d'avoir confiance en lui, qu'il va répondre à ses besoins,
et pas ces besoins que sympas, ces besoins où il y a de la détresse. C'est là où c'est hyper important. Parce que l'enfant, c'est là où il va avoir le plus confiance. C'est-à-dire que le parent qui est capable d'aller réconforter un enfant qui est en grande détresse va gagner des points plus que s'il l'emmène chez Disneyland, par exemple. Je donne un exemple, mais c'est-à-dire que l'enfant va avoir besoin de quelqu'un qui va lui apprendre à comment gérer ses propres émotions, comment apprendre à gérer ce qu'il ressent, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et comment il fait lui pour utiliser ces ressources-là pour avancer dans sa vie à lui. Et en fait, plus le parent va être présent sur ce type de choses, plus l'enfant va avoir confiance, en fait. Et plus il va se dire, OK, en fait, j'ai un parent qui est hyper investi, qui est hyper intéressé par ce que je vis, et il me donne toutes les ressources et les clés pour que moi, je sache faire aussi à mon tour. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Sandra? Oui, merci, oui. Et les auditeurs qui nous écoutent sont pas des enfants, ils ont 15, 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans, même plus. Quels conseils tu leur donnerais si en écoutant bah, ce podcast, ils se disent, mais effectivement, j'ai peut-être été traumatisée, je m'en suis jamais rendu compte, ou effectivement, la relation avec mes parents adoptifs ne s'est jamais faite. Maintenant, je sais qu'il y a potentiellement ces histoires de traumatisme que j'avais pas vu et ce lien d'attachement qui s'est pas fait, par quoi je commence maintenant parce que j'ai aussi envie d'aller mieux, j'ai envie, comme tu dis, de passer du côté sécure. Oui, d'accord. Bah, en fait, c'est déjà en prendre constat avec quelqu'un qui est compétent, c'est-à-dire quelqu'un qui est formé en traumatisme, qui est formé en lien d'attachement, et qui est formé aussi sur tout ce qui est la théorie polyvagale, parce qu'en fait, le système nerveux rentre beaucoup en jeu dans ce processus, en fait, hein. Un système nerveux qui passe son temps à être en mode pardon, en combat ou en mode, alors c'est fight, soit, en fait, le système nerveux passe son temps à se poser la question de est-ce que je suis en sécurité depuis qu'on est né, hein. Et c'est inconscient, en fait, c'est comme un scan qu'on a. Et en fait, en fonction de la situation qu'il voit, c'est est-ce que je suis en sécurité? Et s'il n'est pas en sécurité, il va réagir de trois manières différentes. Soit il va se mettre en mode fuite, soit il va se mettre en mode se battre, en fait, soit il va s'immobiliser. Donc, en fait, il va rester là où il est. Tu vois, par exemple, il y a un très bel exemple animal, en fait, qu'on nous montre souvent dans les formations. C'est la gazelle qui se fait attaquer par un lion. Et en fait, cette gazelle, sur le coup, quand le lion arrive, elle ne bouge plus. Elle s'immobilise totalement. Et en fait, il faut savoir que l'être humain a exactement les mêmes réflexes que l'animal. Et pourquoi il fait ça? Parce qu'en fait, un animal qui est mort n'intéresse pas le chasseur. Que ce soit humain, normalement, d'accord? Normalement, ou animal. C'est-à-dire un lion qui voit une gazelle qui ne bouge plus, bah c'est pas drôle. C'est plus drôle. On peut même le voir avec le souris et le chat et la souris, hein. Une souris qui ne bouge plus ou qui est morte, ça intéresse plus le chat. Ce qui l'amuse, c'est quand elle bouge, qu'elle gigote et qu'elle va dans tous les sens. Et en fait, dans cette expérience qui est montrée dans le cadre de nos formations, c'est que donc cette gazelle s'immobilise, d'accord, elle ne bouge plus. Et en fait, c'est tout son système nerveux qui se met en route en disant, OK, si je me mobilise, il y a peut-être une chance que je ne meure pas. C'est la seule chose qui intéresse le système nerveux, c'est que tu ne meurs pas et que tu survis dans le monde dans lequel tu es. Et donc, derrière, ce qui se passe, c'est que le lion finit par partir parce que la gazelle ne bouge pas. Elle est complètement immobilisée. Et elle attend que le lion soit très très loin, en fait. Et là, dans la vidéo, on voit qu'elle se met à checker tout le corps. Et tu sais à quoi c'est relié? À la peur. À la peur qu'elle a vécue pendant là 10 minutes, un quart d'heure. Et en fait, c'est tout le corps qui est en train d'enlever la peur de l'animal. C'est hyper intéressant. L'humain ne fait pas ça parce qu'on lui a pas appris. Donc en fait, il va garder dans son corps toutes ses émotions. Donc, si vous, en tant qu'adulte, vous avez une incapacité à gérer vos émotions, que ça part dans tous les sens, que vous voyez régulièrement votre enfant intérieur qui pète des câbles, que vous n'êtes pas capable, en fait, de gérer les situations au quotidien sans que ça prenne des proportions énormes, et que vous sentez bien, parce qu'en fait, j'ai l'impression que quand on est traumatisé, il y a quand même une part de nous qui le sait. Mais cette part, elle reste bien au profond à l'intérieur de nous et elle sort que quand elle se sentira en sécurité, en fait. Donc,
ce que je propose à ce type de personne, c'est faites un bilan avec quelqu'un qui est compétent, qui sait de quoi il parle, et avec lui, avancez, en fait. La deuxième chose, c'est ayez confiance en lui, parce qu'en fait, s'il n'y a pas de confiance et qu'il n'y a pas de sécurité dans la relation patient-thérapeute, ça ne marchera pas. C'est-à-dire que pour enlever un traumatisme, donc en fait le guérir, en fait le nettoyer, on appelle ça nettoyer, il faut la sécurité avec le thérapeute, il faut l'espace que le thérapeute va créer et la confiance. C'est les trois critères hyper importants. Euh, Ce que j'ai envie de dire, c'est que moi, ça fait 10 ans que je suis en thérapie et que je traite encore des traumas personnels. Ça peut prendre des années, d'accord? Mais ne vous découragez pas, parce que ce qui est intéressant, c'est que moi qui avais un profil insécure ambivalent, d'accord? Donc le pire, j'arrive aujourd'hui à être beaucoup plus sécure et à être beaucoup plus équilibrée. Mais ça m'a pris 10 ans, tu vois? Et ce qui fait que derrière, ça me permet, en fait, aujourd'hui avec mes connaissances, de savoir quand il y a une part de moi qui commence à s'activer, je m'interroge. Ok, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Pourquoi ça s'active? Qu'est-ce que ça vient me dire de moi, par exemple? Ça, c'est des exercices que peut faire toute personne, hein. De, ok, là, j'ai telle personne qui est en train de commence à m'activer parce qu'elle me dit un truc, bah, je sais pas, qui me convient pas. C'est de se dire, ok, qu'est-ce que ça vient chercher chez moi en part blessée? Et qu'est-ce que ça vient dire? Et le truc, c'est que plus on va écouter ces parts-là à l'intérieur de nous, parce qu'on en a des centaines, ça date de Carl Jung, hein, cette théorie des parts d'ombre. En fait, il faut savoir que l'enfant entre 0 et 3 ans va arriver avec son plein potentiel. Et en fait, au fur et à mesure qu'il va grandir, il va se rendre compte que son parent n'accepte pas un certain nombre de choses de lui. Et donc, en fait, il va refouler ça dans des parts d'ombre. Et nos parts d'ombre, elles reviennent régulièrement sur le devant de la scène, hein, en disant ouh, je suis encore là, moi. Et ce qui fait que c'est là où ça s'active chez nous et que, en fait, ces parts-là, elles ont besoin de reprendre leur place à l'intérieur de nous pour qu'on ne fasse plus que un. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, je pense que c'est des bons outils, hein. Merci. C'est une véritable masterclass que tu nous donnes pour qu'on puisse reprendre le contrôle de sa vie. Comme j'aime bien Oui, dire, tout n'est pas pouvoir. le pouvoir. Voilà, tout. Peut-être que tout a été noir ou gris, mais il y a une part de lumière qui peut se faire grâce aux outils que tu nous as donnés, grâce à une psychothérapie que l'on peut suivre. Tout n'est pas perdu. Merci beaucoup. Alors, tu as donc rejoint l'académie et tu nous parles du lien d'attachement, notamment, tu nous parleras des traumatismes. Tu interviendras également lors du sommet virtuel des adoptés qui sera fin novembre. Et enfin, tu as rejoint le comité de pilotage de l'académie où ensemble on construit ce nouveau futur, cette nouvelle vision de l'adoption. Comment tu la vois, toi, cette nouvelle vision de l'adoption? Ok. Quelle est ma vision de l'adoption? Moi, j'aimerais bien que un enfant qui est en capacité de parler puisse être beaucoup plus écouté, beaucoup plus pris en considération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les parents qui adoptent, ils décident, d'accord, mais pas l'enfant. J'aimerais bien qu'il y ait un équilibre par rapport à ça. Et je ne sais pas si dans les prochaines années, on va arriver à ça. Mais il est tout à fait possible. Et enfin, souvent, je dis que l'adoption, c'est comme une danse. C'est-à-dire que c'est comme un couple, en fait, hein. Et on peut sentir quelqu'un comme on ne peut ne pas sentir quelqu'un. Et je pense que l'enfant peut avoir aussi cette capacité en se disant, ce parent-là, il m'a l'air super. Ce parent-là, un peu moins bien. Et est-ce qu'on pourrait éventuellement passer plus de temps avec l'enfant et ce parent éventuellement, d'accord, ce nouveau parent, et voir est-ce que c'est compatible la relation? Et peut-être donner l'opportunité à l'enfant de pouvoir exprimer aussi les choses, parce qu'en fait, à l'heure actuelle, on lui demande rien. C'est tu déménages, tu quittes tout ton environnement où tu étais peut-être depuis quelques années, et tu te retrouves dans une nouvelle famille. Je trouve ça extrêmement stressant pour l'enfant, mais aussi violent, en fait. Éventuellement, il y a peut-être des mots qui sont posés en disant, voilà, c'est ta nouvelle famille, c'est ton nouveau père, c'est ta nouvelle mère. Mais en fait, moi, j'étais peut-être bien là où j'étais. Et est-ce qu'on pourrait prendre plus en considération la vie des enfants? En fait, c'est comme dans les divorces. Est-ce qu'on peut prendre en considération la vie des enfants? Pour moi, un enfant, il n'est pas...
Il n'est pas juste là pour être posé à droite à gauche en fonction des besoins d'un adulte. Et je pense qu'un enfant a quand même le droit, aujourd'hui, moi je vois bien avec quand tu leur donnes bien toutes les informations, toutes les différentes pistes qui peuvent être, comment je dirais, faites, en fait, par exemple par rapport à une problématique ou à une situation, mais ils sont en capacité de réfléchir, en fait. Et donc, en fait, ma vision de l'adoption de demain, c'est que j'aimerais bien qu'il n'y ait plus le parent en haut et l'enfant en bas, mais que ce soit plus une relation égal à égal. Et que on considère l'enfant autrement, en fait. Parce qu'en fait, il y a aussi ce côté très objet, tu sais, objet de convoitise. En fait, le parent, il pense que l'enfant est un dû. En fait, d'où c'est un dû. Non, un enfant n'est pas un dû. Je veux dire, si des parents n'arrivent pas à avoir un enfant, je peux comprendre que c'est extrêmement, qu'il y a une souffrance, en fait, par rapport à ça, hein, bien sûr. Mais un enfant n'est pas un dû. Et on peut être très heureux sans enfant. C'est pas une obligation d'être parent. En fait, c'est la société qui conditionne tout ça, en fait, hein, de être parent, avoir un chien, une maison, un travail. Mais on est d'accord qu'il n'y a pas que ce modèle-là pour être heureux dans la vie. Et moi, je travaille beaucoup sur du déconditionnement parce que je me rends compte que, euh, en fait, on est tellement conditionné qu'en fait, on pense que tout nous est dû. Dans tous les plans de vie, hein, d'accord? Mais en fin de compte, non. Non, on a le droit de tracer notre propre route avec notre propre règle, avec notre propre code et peut-être faire autrement même les choses. Moi aujourd'hui, si j'en suis là où j'en suis, c'est parce que je suis sortie du cadre en fait. On m'a tellement imposé un cadre et que je n'osais pas sortir de ce cadre. Et il a fallu que je me dise, en fait, si, j'ai le droit. J'ai le droit. Puis j'ai le droit de donner mon point de vue aussi. J'ai le droit de faire les choses différemment. Et en fait, ça fait un bien fou de pouvoir le faire et de s'autoriser en fait à ouvrir certaines portes où tu pensais que tu n'avais pas le droit de l'ouvrir. Et c'est vrai que souvent on te dit, tu sais, de passer d'un métier à un autre, de passer, par exemple, moi, de responsable com à faire de la thérapie. Oui, ok, t'as pas fait toute la formation de psycho, mais en fait, moi, j'ai 30 ans d'expérience en tant qu'enfant adopté, en fait. J'ai 30 ans d'expérience aussi en ayant une malformation et une fente labiale palatine. Donc, en fait, eux, ils étudient peut-être sur du papier des concepts, mais moi, je l'ai vécu. En fait, je sais ce que traversent les personnes, je sais quelle est la souffrance qu'ils vivent au quotidien. Et ben pour moi, ça vaut toute l'expérience du monde. Mais en fait, tu vois, il y a le côté où tu dois t'autoriser entre ce que dit la société et ce que toi, tu penses qu'il est bon de faire. Et donc, ma vision de l'adoption, c'est, il est possible aussi que le parent a le droit de faire autrement. Il a peut-être le droit aussi de s'intéresser à d'autres choses et pas simplement suivre les institutions classiques. Donc, je ne citerai pas évidemment, mais il a le droit peut-être d'ouvrir son esprit sur des nouvelles choses, sur les neurosciences qui avancent à des pas de géant par rapport à comment fonctionne notre cerveau, quelle est la répercussion de nos traumatismes sur le cerveau et sur la vie de tous les jours, sur les liens d'attachement. Et vraiment, c'est un message, même pour les enfants adoptés. Intéressez-vous, osez sortir en fait du cadre et intéressez-vous à ce qui vous passionne. N'ayez pas peur. Très beau message, Choisissez. donner plus la parole aux personnes concernées finalement en premier, donc les adoptés. Ça, c'est vraiment aussi, je pense, par cette académie, ce qui nous tient à cœur, les laisser s'exprimer, prendre connaissance de tout ce qui se cache finalement derrière l'adoption. Comme tu le disais, tout ce qui est traumatique, ça n'a pas été pris en compte, ça n'a pas été considéré. Pas que la faute de nos parents, je pense qu'ils n'ont pas non plus été aussi alertés. Et d'une manière générale, le monde de la psychothérapie ne savait pas l'impact, comme tu dis, du cerveau, du lien qu'il y a entre toutes ces cellules. Donc c'est très important, très belle vision. Déconditionnement aussi, ça me parle beaucoup. Déconditionner tout ce que la société tente de nous imposer. Merci beaucoup, Marine, pour cet échange. Est-ce que tu souhaites rajouter un point qu'on n'a pas vu, un sujet qui te tient à cœur? Euh, Moi, ce qui me tient à cœur, c'est que, et tu vois, enfin, je me rends compte avec tout le chemin que j'ai fait, que je suis restée longtemps conditionnée, c'est-à-dire, j'ai pas, pendant longtemps, j'ai jamais osé parler de mon adoption ou des souffrances que j'ai pu vivre ou de la maltraitance
ou même de ma malformation, parce que j'avais peur en fait de la réaction des autres et j'avais peur qu'on me rejette ou qu'on m'aime pas. Mais en fait, plus on en parle de ces sujets-là, plus c'est mis en lumière ces sujets-là, plus la société va aussi changer. Et en fait, pour la personne qui en parle, ça lui fait un bien fou, en fait, de pouvoir s'exprimer sur ce qu'elle a vécu. Et donc, en fait, moi, j'aimerais donner le micro à toutes ces personnes qui vivent des choses difficiles au quotidien pour que la société se rende compte de l'impact qu'ils ont à travers tout leur conditionnement sur ce type de problématique, tu vois. Parce que on vit dans une société tellement normée que, en fait, si tu n'es pas dans la norme, tu te sens bah, pas à ta place, en fait. Alors que ta place, elle est autant dans la société que les autres. Et je dirais à ces personnes-là, adopter, qui ont peut-être des malformations, qui ont vécu des choses difficiles dans leur vie, oser en parler, oser aller consulter quelqu'un, parce qu'en fait, ça peut changer et vous pouvez avoir une belle vie. Voilà ce que j'ai envie de dire. Quel beau message pour terminer. Merci encore. C'est vrai que ça me fait penser, euh, quand tu parles de conditionnement de la société, on en vient à un tel point qu'on pense qu'une famille a le droit d'avoir un enfant, mais je le dis quelquefois, un enfant a le droit à une famille, c'est inscrit dans la Constitution, c'est inscrit aussi dans la Convention de la Haye qui régule les adoptions, mais c'est écrit nulle part que dans n'importe quel droit, c'est écrit nulle part qu'une famille a le droit à un enfant. Et ça change tout par rapport au fait qu'on objectise l'enfant. C'est pas un objet, c'est voilà, ça reste un être humain qui n'a pas besoin que d'amour et d'eau fraîche, qui a besoin de bien plus que ça pour se reconstruire dans une nouvelle famille. C'est exactement ça. C'est vraiment... et je pense qu'il y a beaucoup de parents, tu sais, qui ont fait tout le parcours. Parce que c'est vrai que ça... Je le reconnais que c'est un parcours du combattant, en fait, hein, souvent pour les parents, de faire tout ce parcours-là. Et bravo à eux, en fait, hein, de le faire, ce parcours. Mais ce que j'aimerais inviter les parents adoptants à faire, c'est questionnez-vous. Pourquoi j'adopte? Est-ce que je viens combler des manques? Est-ce que je viens pour mon ego, en fait, parce que j'ai besoin d'une famille absolument, parce que ça fait bien? Ou est-ce que je viens plutôt avec une approche où j'ai envie d'accompagner un enfant, à le faire grandir, à l'aider à grandir, mais plutôt dans le respect, plutôt dans la compréhension, peut-être lui donner des valeurs que moi-même j'ai. C'est quel est l'objectif de ça? C'est est-ce que j'adopte simplement parce que j'ai besoin d'avoir une famille, ou est-ce que j'adopte parce que un enfant dans ma vie va changer ma vie? Et ça sera le cas, hein. Un enfant change. Très beau, très Mais beau. ça change une vie. Et en fait, moi, j'ai envie de dire, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux d'avoir un enfant, mais c'est aussi ce qu'il y a de plus challengeant. Et si le parent, il n'est pas préparé, ben, c'est compliqué. Vous l'avez compris, vous pouvez contacter Marine, que vous soyez adopté ou futur parent, adoptant. N'hésitez pas, elle connaît son sujet, ça lui tient à cœur. Merci encore pour tes partages et puis à bientôt. Au revoir, Sandra.